Nous sommes vendredi et le 24 septembre, c'est-à-dire mercredi, nous avons reçu le délibéré du Conseil d'État, donc nous annonçant que les arrêtés pour la chasse aux pentes de l'Alouette des Champs dans 4 départements étaient suspendus. J'ai pas fait cette petite vidéo à la suite de ce délibéré parce que je pense que j'aurais été brouillon tellement que la déception était grande et la colère était forte. Mais je crois néanmoins nécessaire de la faire aujourd'hui. Je vais essayer de ne pas être très long, mais le but, c'est de vous expliquer le cheminement qui nous a conduit à ce verdict parfaitement lunaire. Pour ça, il faut revenir en 2022. En 2022, le ministère déjà avait pris des arrêtés chasse pour l'Alouette des Champs, donc dans les départements concernés, que je rappelle sont le département de la Gironde, le département du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques et bien sûr des Landes. En 2022, les associations One Voice et LPO ont attaqué ces arrêtés et nous avons suivi la même procédure. Nous sommes allés en référé suspension au Conseil d'État et nous avions été suspendus. À l'époque, il faut le reconnaître, le Conseil d'État nous avait reproché de manquer de données, notamment sur la sélectivité, où nous n'étions pas capables de démontrer scientifiquement, j'entends, le fait que nous ne prélevions autre chose que des alouettes des champs, mais aussi il faisait remarquer des défauts de données sur les populations de l'alouette, sur les risques qu'il pouvait y avoir à prendre en compte ce genre d'arrêté. Durant 2 années, nous avons suivi scrupuleusement les avis du Conseil d'État et les fédérations de chasseurs se sont abstenues de demander un arrêté pour chasser et ont conduit 2 années d'expérimentation, je pense que vous en avez eu connaissance, notamment dans le département des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, puisque lorsque le ministère, avec les fédérations, avait décidé de réaliser ces expérimentations, percevant le danger de ces expérimentations, les mêmes associations les avaient attaquées devant les tribunaux administratifs. Fort heureusement, le tribunal de Pau avait considéré que ces arrêtés expérimentaux ne concernaient qu'un but à faire scientifique, ce qui était complètement le cas, où des postes sélectionnés allaient pouvoir capturer des alouettes et vérifier qu'il n'y avait que des alouettes sous les filets. Ça s'est fait pendant 2 années, donc dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, et il s'en est suivi la publication de rapports qui sont accessibles, disponibles sur les sites des préfectures et sur les sites des fédérations, démontrant la sélectivité alors à 99,93%, puisque sur, j'arrondis, environ 1400 alouettes capturées, effectivement, il y a eu un pipi de farlouse de capturé et qui a pu être relâché immédiatement. Donc les fédérations en 2025, fort de ces études expérimentales et surtout d'un rapport international qui visait à rapporter les données sur la directive oiseaux, à faire état des données nouvelles sur les espèces, notamment chassables, pour essayer de qualifier la soutenabilité de la chasse. C'est un groupe d'experts qui s'appelle le NADEG, qui avait publié en novembre 2024 un rapport qui précisait, disons, l'état des connaissances et l'évaluation de la chassabilité des espèces. Concernant l'alouette des champs, eh bien, sans grande surprise en réalité, le NADEG a considéré que l'alouette des champs était chassable par tout mode et dans tous les pays de l'Union européenne. Et c'est pour cette raison qu'en collaboration avec la Fédération nationale, nos fédérations départementales, le ministère, pour 2025, nous avons proposé, travaillé à rédiger un nouvel arrêté qui, cette fois-ci, devait répondre point par point à tous les attendus du Conseil d'État pour permettre la chasse de l'alouette des champs aux pentes horizontales dans nos 4 départements. Sans aucune surprise, les 2 associations anti-chasse ont porté devant le Conseil d'État un référé suspension et nous sommes donc allés, le 22 septembre dernier, défendre
aux côtés du ministère, ces arrêtés. J'étais présent à cette audience et c'est aussi pourquoi je me permets de faire cette vidéo et j'y associe l'ensemble de mes collègues directeurs, salariés et élus qui étaient également présents à cette audience du 22 septembre. Il faut que vous compreniez bien comment cela s'est passé. La première chose, c'est que c'est un seul juge, une seule personne qui a été nommée pour évaluer la légalité des arrêtés du ministère. Le premier point que l'on peut soulever, c'est que c'est la même personne qui était là en 2022 et qui a jugé en 2025. Bon, on part du principe que nous avons des personnes totalement neutres dans l'exercice de leurs fonctions. Était présent donc à cette audience le ministère de l'Environnement, puisque c'est lui qui porte ce texte, les associations de chasseurs, puisque nous sommes partie intervenante dans la défense de cet arrêté, et bien entendu, les deux associations en question, One Voice, qui était représentée par son juriste, M. Yayaoui, la LPO, qui était représentée par son avocat, Maître Victoria, accompagnée par le responsable de la LPO Île-de-France, M. Magne. Et nous étions avec nos deux conseils juridiques, en l'occurrence Maître Spinozzi, Maître Farge, et nous avons pu là aussi apporter un complément technique avec le directeur technique de la Fédération de la Gironde, ainsi que le juriste de la Fédération nationale des chasseurs. L'audience a duré 1 heure, et comment ça se passe? Le juge donne la parole, donc d'abord aux associations requérantes, qui ont fait état de leur position, et ensuite, nous, quand je dis nous, c'est les fédérations et le ministère, avons pu expliquer pourquoi nous avons repris cet arrêté. Pendant 1 heure de temps, nous avons, j'ai envie de dire, dominé avec une facilité déconcertante le débat technique. À savoir que, là aussi, sans grande surprise, One Voice l'a d'ailleurs dit en introduction, la question n'est pas les pentes, la question est la chasse. C'est-à-dire que ce sont des associations visant à protéger l'individu oiseau et qu'à ce titre, ils ne tolèrent aucun acte de chasse. C'est important parce que c'est rare qu'on les entend le dire dans ces termes-là. Sur la technique, nous avons donc, je le répète, démontré point par point. Je rappelle quels sont ces points. La sélectivité. La sélectivité aujourd'hui ne fait plus question. Nous le savions auparavant, mais reconnaissons-le, nous n'avions pas les documents. Aujourd'hui, nous les avons. Et j'ai envie de dire que la question de la sélectivité a été classée assez vite. La question de l'état de conservation de l'alouette. Là aussi, vous l'avez compris, j'espère, et je vais insister 10 secondes là-dessus, que nous avons en fait de la manipulation médiatique, voire de la désinformation, sur ce que l'on appelle l'état de conservation. L'état de conservation, en réalité, est construit à partir des listes rouges de l'IUCN. Alors ces listes rouges, ce mot rouge a toujours fait peur, mais en réalité, il s'agit d'un protocole scientifique qui permet de calculer une probabilité d'extinction qu'ont toutes les espèces animales, puisqu'il y a des espèces qui sont rajoutées à ces listes tout le temps. On a regardé, aujourd'hui nous avons un petit peu plus de 130 000 espèces qui sont listées sur ces listes rouges de l'IUCN, et dans ce protocole, nous avons une note en réalité qui va du meilleur état de conservation, préoccupation mineure, en anglais c'est This Concern, jusqu'à la catégorie éteinte, où là l'espèce a disparu. Nous avions expliqué au tribunal administratif de Pau ce mécanisme, nous l'avons réexpliqué à l'audience du 22 septembre, où en réalité, et vous pouvez tous très facilement le vérifier, l'alouette des champs a le meilleur statut de conservation qui puisse exister concernant l'IUCN.
malgré, et c'est une réalité, malgré que les effectifs au niveau des pays de l'Union européenne sont en diminution. Les causes de cette diminution sont connues, j'y passerai assez vite. Nous avons des modifications agricoles, nous avons des modifications climatiques, nous avons des modifications d'utilisation du sol, notamment par une bétonisation assez importante sur certains secteurs, et notamment en France, ce qui fait que l'alouette des champs, qui est une espèce extrêmement abondante sur toute son aire biogéographique, eh bien effectivement les effectifs diminuent, mais cette diminution n'est absolument pas de nature à compromettre le risque d'extinction qu'a cette espèce à court terme. Là-dessus aussi, on a vu des associations qui étaient extrêmement hésitantes, qui, je pense, maîtrisent le sujet, mais qui sont extrêmement mal à l'aise sur le fait qu'ils ont aujourd'hui beaucoup de difficultés à duper les services juridiques, et nous espérions également duper le juge, puisque, j'insiste là-dessus, il est extrêmement facile de vérifier pour tout un chacun de l'état de conservation de l'alouette des champs. Et maintenant venu, parce qu'il fallait bien se rattraper sur quelque chose, la notion d'état de conservation de la population française. Parce que comme ils ont bien compris que l'état général était finalement pas si mauvais que ça, il y a aussi une réalité, c'est que les populations nicheuses de l'alouette des champs en France marquent une diminution qui est réelle, qui n'est pas contestée, un petit peu plus importante que dans les autres pays. Ce qui fait que lorsque l'on applique le protocole de l'IUCN, on change de catégorie, on n'est plus en préoccupation mineure, on est en NT, en anglais Near Need, qui veut dire quasi menacé, mais qui là aussi est un terme extrêmement trompeur parce qu'il faut bien regarder la classification de l'IUCN. La catégorie quasi menacée n'est pas du tout une catégorie menacée, mais voyez bien que les mots sont extrêmement importants. Donc en fait, ils ont essayé de faire entendre la voix selon laquelle les chasseurs capturaient dans les pentes dans le sud-ouest beaucoup d'alouettes nicheuses. Là aussi, nous avons apporté la totalité des arguments qui sont disponibles, irréfutables, vérifiables, puisqu'il existe au niveau de l'Union européenne des programmes de bagage. Vous savez, c'est le marquage des individus qui, lorsqu'ils sont recapturés par des scientifiques ou par des chasseurs, eh bien, permettent de comprendre leur trajet migratoire en fonction de là où ils ont été marqués et de là où ils ont été repris. En fait, l'alouette est extrêmement baguée sur l'Union européenne. On a des pays d'ailleurs qui ont des programmes extrêmement importants, je pense à la Belgique, mais également en France, qui, par le biais du Muséum d'histoire naturelle et son antenne spécifiquement dédiée au bagage des oiseaux, qui s'appelle le CRBPO, va baguer des milliers d'alouettes tous les ans. Eh bien, on se rend compte qu'avec ces dizaines de milliers d'oiseaux bagués, puisque sur les 10 dernières années, on a plus de 100 000 oiseaux qui ont été bagués, on s'aperçoit que les oiseaux capturés en France et repris dans le sud-ouest représentent moins de 0,5% des oiseaux totalement capturés, sans ne pouvant démontrer que ces oiseaux sont bien nés en France, puisque ce sont des oiseaux qui migrent. L'alouette des champs est une espèce migratrice sur la totalité de son aire biogéographique. Donc, il n'est pas non plus avéré que ces oiseaux bagués en France et repris en France sont nés en France. Par contre, cela démontre de façon irréfutable que 99,5% à minima du flux qui traverse la France ne fait pas partie des oiseaux nicheurs français. Ça a été extrêmement bien expliqué. Le seul argument qui nous a été reproché, ou en tout cas rétorqué, était de dire que nous n'étions pas en capacité de démontrer qu'il n'y ait pas une seule alouette nicheuse française qui puisse être capturée. Effectivement, c'est vrai, il peut y avoir quelques unités d'oiseaux nicheurs qui auraient pu être prélevés dans les pentes.
mais au regard des attendus de la directive, du guide interprétatif, nous sommes à des niveaux de prélèvement qui ne permettent aucune contestation, puisque en réalité l'arrêté prévu permettant la capture des alouettes dans le sud-ouest représentait environ entre 0,062% de la mortalité naturelle de la population concernée, c'est-à-dire bien inférieur au 1% qui est préconisé par le guide interprétatif permettant ces fameuses dérogations. Est venue ensuite, je dirais presque en dernier point, la question de l'alternative satisfaisante, puisque la chasse au filet de l'alouette est une dérogation à la directive oiseaux. Je pense que vous avez ces notions maintenant, et que ces dérogations ne sont possibles par cet article 9 de la directive lorsqu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes. Cette question est centrale dans ce dossier puisque, à l'origine de l'écriture de la directive, et nos associations contradictoires le savent très bien, cet article 9 avait justement été rédigé dans l'idée de préserver des modes de chasse locaux, pratiqués par peu de personnes, avec des moyens effectivement qui ne sont pas les moyens, le fusil, je pense tout simplement. Donc on avait les filets, nous avions aussi les matoles, pour permettre, dans des situations strictement contrôlées, la perpétuation de ces modes de chasse. Nous avons eu un coup dur en 2022, puisque c'est là en fait où on nous a dit « oui mais vous pouvez utiliser le fusil, donc messieurs les chasseurs, vous ne pouvez pas utiliser le filet ». Ce qui est en réalité une surinterprétation et une mésinterprétation des textes de la directive, sur lesquels nous nous heurtons jusqu'à présent. Nous avons donc à cette audience du 22 septembre bien expliqué les tenants et les aboutissants de cet article 9 et l'inadéquation en réalité de prendre comme prétexte le fusil et l'élevage, puisque l'autre solution étant l'élevage, pour permettre la pratique de ces chasses culturelles. Nous avons pu avoir d'ailleurs un moment, je dirais, assez cocasse et assez intéressant, puisque, vous le savez, l'alouette, la maîtrise de la technique d'élevage de l'alouette des champs n'existe pas à haute intensité, bien que certains éleveurs extrêmement doués, notamment en Belgique, ont réussi à sortir quelques unités d'alouettes, mais l'élevage n'est pas possible. Sauf que, effectivement, nous l'avions communiqué dans nos différents réseaux, mais je pense que c'est important aussi que vous le sachiez, que vous soyez chasseur ou non chasseur d'ailleurs, parce que c'est là aussi que c'est intéressant, où nous avons eu une sortie assez remarquable du responsable de la LPO Île-de-France, que nous devrions réfléchir à un programme d'insémination de l'alouette des champs pour pouvoir produire des quantités suffisantes d'alouettes des champs. Et là, nous avons été même, je dirais, quelque part rassurés de voir un rictus sur le visage du juge, puisque, effectivement, ce n'était pas sérieux. Une heure de temps de débat extrêmement riche, intéressant, précis, où nous avons quitté l'audience sans aucun doute. C'est-à-dire que, vu la faiblesse des arguments qui nous ont été opposés, je dirais presque l'absence d'arguments, hormis effectivement une haine farouche envers le monde synégétique, nous ne voyons pas comment, sérieusement, objectivement, un juge pouvait qualifier un risque d'urgence et un doute sérieux sur l'arrêté qui nous était présenté. Nous sommes partis de là prudents, mais extrêmement confiant. C'est pour ça que lorsque nous avons vu arriver ce délibéré, même pas 72 heures après l'audience, et que nous avons lu la teneur de ce délibéré, nous ne pouvons l'accepter. Nous ne pouvons l'accepter parce que c'est une honte, c'est un déni de justice, c'est quelque part du mépris
pur et dur pour la science, pour des hommes et des femmes, et pour nos institutions. Je vous invite à lire ce délibéré, puisque il fait l'objet de plusieurs erreurs et de plusieurs oublis manifestes. Le premier, c'est que nous n'entendons même pas parler du NADEG, ce groupe d'experts internationaux qui a qualifié la chassabilité de l'alouette ne posant aucune difficulté. On ne peut pas, en 2022, convoquer la science en disant « Messieurs les chasseurs, il vous faut des données ». Et lorsque nous les apportons, quelque part, pour le coup, celles-ci, ce ne sont même pas les nôtres, ce sont des groupes d'experts internationaux sur lesquels il y a des universités, des professeurs, etc., démontrant l'absence de problématiques sur la chasse de l'alouette et tout simplement écarter ce dossier. On ne peut pas demander aux chasseurs d'apporter des données sur la sélectivité, où pendant 2 ans, ce sont des chasseurs d'alouettes extrêmement sérieux, motivés, et je les remercie ici d'ailleurs pour ce travail qu'ils ont produit durant des années, contrôlé par l'Office français de la biodiversité et notre administration, la préfecture avec les services de la DDTM, qui sont venus eux-mêmes constater la sélectivité de ces chasses. On ne peut pas demander aux chasseurs de produire des données qui sont impartiales, avec des constats d'huissiers qui sont venus dans les Landes et dans les Pyrénées-Atlantiques vérifier cette sélectivité et, comme par magie, ne pas les exploiter dans le délibéré. On ne peut pas, sous un prétexte purement idéologique, monsieur le juge, de balayer comme ça un arrêté, une possibilité réglementaire qui ne souffre d'aucun principe d'illégalité. Vous vous êtes trompé dans le délibéré concernant les nicheurs et les hivernantes. Les hivernantes venant d'autres pays, bien sûr que c'est celles que l'on chasse. Donc vous dites dans votre délibéré qu'il faut vérifier qu'on ne les chasse pas. Mais justement, c'est celles que l'on veut chasser, les hivernantes qui arrivent des autres pays de l'Union européenne, Allemagne, Belgique, Pays-Baltes, etc. Donc, vous mettez noir sur blanc, excusez-moi, mais une grossière erreur. Donc, ce délibéré, effectivement, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas le tolérer. Nous ne savons pas, effectivement, l'action des fédérations qui vont être menées dans les prochains jours. Mais là, je m'adresse aux chasseurs, je m'adresse à nos élus qui nous ont soutenus et qui nous ont appuyés sur ces questions. Effectivement, il y aura des actions coordonnées, organisées, pour faire en sorte que justice soit rendue. Parce que là, ce n'est pas juste. Ce délibéré, la Fédération nationale, et je salue le travail de rédaction de ce communiqué avec les différentes fédérations, disent tout. C'est du mépris, c'est de l'injustice, et quelque part, ce n'est pas à la gloire des institutions. Il y a un ancien président de la République qui a dit il y a quelques années, méfiez-vous de juges, ils ont tué la monarchie, ils vont tuer la République. Là aussi, je crois qu'il faut faire très attention à ne créer que des révoltés. Vous ne créez que des révoltés. Je suis un révolté. J'ai beaucoup de révoltés qui sont proches de moi. Ce n'est pas à la hauteur de la grandeur de la France. Les chasses traditionnelles font partie de notre culture, elles font partie de notre patrimoine. Il faut les encadrer. Il faut s'assurer qu'elles respectent scrupuleusement l'intégralité des textes. Mais on ne peut pas, par dogmatisme, idéologie, et j'ai peur de dire perméabilité à vous, mesdames et messieurs les juges, de certaines idéologies externes, devoir sacrifier un droit qui est le nôtre. Nous le refusons. Merci pour cette écoute. Adi Schatz, et on ne lâchera rien du tout.